Aussi, les jeunes de 3e, pour qu'ils puissent faire leur stage de 3e, valider leur BTS. On a des jeunes qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai besoin d'un stage pour valider mon BTS ou mon DUT, ou pour de l'alternance. Donc on essaie de faire en sorte que la dynamique puisse servir à tout le monde. Et on prend vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on va dans des quartiers, on se peut se retrouver dans le fin fond du 92, dans le 77, dans le 95 ou dans le 93, et on a toujours un super bon accueil. On rencontre beaucoup de gens. Maintenant, le bouche-oreille fait que les gens ont confiance en notre action, parce que là, c'est gratuit, on leur permet on recrée du lien. Donc souvent, ils ont la perte de confiance en tout ce qui est institution, association, et nous on fait tout ce travail-là de raccrocher pour pouvoir leur permettre de se mettre en action et d'être vraiment acteurs dans leur vie. Et donc Bibliothèse, c'était un événement qu'on avait créé pour, à la base, même pas par rapport au livre, mais surtout pour susciter le débat sur des thématiques, dans des lieux où on n'a pas accès à la culture. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas de culture ou qu'ils n'en veulent pas. Je ne dénigre pas du tout, au contraire, on voulait mettre cette réalité en avant en disant que voilà, ces quartiers sont intéressés par la culture et oui, on peut faire des événements culturels au milieu du quartier, peu importe l'endroit et l'environnement, voilà, même dans un sous-sol de café. Et voilà, donc on a trouvé que le livre c'était un bon outil parce que ça a créé beaucoup de liens et l'histoire quand on lit un livre, on se l'accapare pour de vrai, on vit vraiment la vie de l'auteur. Et donc petit à petit on a invité plusieurs auteurs, ça a plutôt plu selon les thématiques, le public s'y intéresse ou non. On a essayé d'avoir le plus d'auteurs possible, on les prend au feeling, c'est souvent du relationnel très simple, hein. On n'est pas une maison d'édition, on est une grosse boîte qui cherche à créer le buzz ou un truc comme ça. On essaie surtout de susciter le partage, le débat. Aujourd'hui on a la chance d'avoir des auteurs originaux, surtout pour Bibliothèse, on a parlé de beaucoup de thématiques, mais rarement ces cas-là. C'est bien d'avoir Ami Dasso aujourd'hui, Cédric et Rafik, et c'est un honneur pour nous. Encore une fois, merci. On s'est dit qu'on ne peut pas faire une journée avec eux. En fait, on a eu de la chance avec Zélo, on a mis des tables, des chaises, tout ce qu'on a trouvé de nous-mêmes et par les amis qui nous entourent, des personnes qui ont parlé du projet. Chacun a mis un peu la main à la pâte. Alors il y en a qui ont fait des gâteaux, d'autres qui ont amené des jeux de société. Vraiment, voilà, on a posé des tables, on a fait des dessins. Il y a eu plusieurs que du bénévolat. En fait, c'est des bénévolats et on a marché à partir de nous. Où on a fait des ateliers, différents ateliers. Ça pouvait être un atelier par exemple sur les incollables, un atelier lecture, dessin, raconter l'histoire. Donc voilà, il y a plusieurs ateliers comme ça où les enfants devaient participer. Et une fois qu'ils ont fait le tour de chaque atelier, on leur offrait des livres et un petit jouet, un petit cadeau. Donc ça a vraiment cartonné, ça a attiré énormément d'enfants. Alors on n'avait pas du tout communiqué dessus, par contre on a limite un peu allé chercher nous-mêmes, ils sont partis chercher des copains après d'eux-mêmes, on a eu beaucoup d'enfants. Et on a vu qu'ils étaient très demandeurs en fait. Est-ce que vous revenez demain? Est-ce que vous pouvez le faire tous les jours? Donc encore aujourd'hui, quand ils voient dans la rue, ah c'est quand le prochain? Donc ils ont vraiment apprécié. C'est une action qu'on aimerait voir fleurir un peu partout, pas uniquement par nous. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez tous faire. Voilà, nous, on marche à base de dons, ça peut être plus des dons matériels, on ne prend pas d'argent. Mais voilà, il y en a qui nous ont offert des livres pour leur offrir, d'autres des jeux, des cadeaux, tout ça. Donc voilà, c'est nous aider à participer. Elle a écrit un roman qui s'appelle Les Stories de Mina, qu'on va découvrir avec elle. C'est un grand honneur pour nous de la recevoir. Donc voilà, je vous demande d'applaudir Amida Soubi. Un premier sketch qui a été très vite repéré par un metteur en scène donc, qui était dans la donne assez installé et qui a flashé sur le personnage et qui m'a proposé du coup d'en faire un petit spectacle. Donc voilà, le premier spectacle que j'ai monté c'était sur 3 mamans maghrébines, parce que du coup j'ai demandé à des amis de me suivre dans l'aventure. Ça s'appelait les Fat Mamas, voilà, donc, que j'ai tourné pendant 2 ans. Donc un spectacle qui décrivait un petit peu le quotidien, la réalité de maman maghrébine, mais de manière très humoristique et décalée, avec l'idée justement de peut-être aborder des sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder à l'époque, parce que je parle d'une histoire de plus de 20 ans. Je me suis beaucoup inspirée un petit peu de l'univers de Bridget Jones, je ne sais pas si vous connaissez, l'univers de Bridget Jones, voilà. Un univers assez décalé, original, rigolo. Et l'originalité, voilà, une jeune fille qui a grandi dans un quartier avec beaucoup d'anecdotes et de réalités de ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors mon portable sonne de nouveau et depuis près de 10 minutes maintenant au son estival de I Am Wrong de Nico Evans, ma playlist du moment. Je la kiffe. Elle est tellement douce qu'elle me donne envie de rêver et de ronfler avec la chnona au bout du nez.
Autant dire que c'est mal barré, question levée énergique. Mais que voulez-vous, mes oreilles sont difficiles de bon matin. Pas de cocorico qui me donne envie d'égorger un gallinacé. Les bifs me font regretter les cocorico et les musiques classiques de bâtard me donnent envie de ressusciter Mozart pour le retuer moi-même. Mina, lève-toi, Naloueltik, lève-toi. Ma mère me hurle dessus. Sa voix stridente est à la limite de me causer un blast tympanique. Dans des moments de stress pareil, je deviens vite polyglotte et des tais-toi en toutes les langues sont prêts à être largués dans la seconde. Putain, mais non, mais pas la peine de la quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Hamara? Quand je suis cuite et défoncée de bon matin, je parle un dialecte revenu d'outre-tombe, une sorte de langage franco-arabo-dégoûtage. C'est le voyage de Hafiz El-Soudani. Et en fait, c'est un livre qui a été, c'est un prototype qu'on a dans les mains. D'accord? Donc voilà, il a une histoire, il a avec plein de dessins, etc. Donc il ne sera pas en vente aujourd'hui. On pourra partager avec eux pour jeter un coup d'œil, etc. Hafiz Adem et Sidik El-Nassour. Bravo! Je voulais juste rajouter qu'en fait, l'histoire de la migration, tout ce qui est réfugié et tout, on a tendance à justement l'entendre à travers les télés, les médias et compagnie, mais souvent de manière erronée. Donc pour nous, c'est une fierté d'avoir nos auteurs là qui viennent eux-mêmes raconter leur histoire. Voilà, je les remercie pour ça. On est vraiment dans le cœur de bibliothèque, qu'on raconte des histoires par nous-mêmes, par vraiment les personnes qui sont concernées. Donc voilà, bienvenue. D'où vous venez, qui vous êtes, bienvenue. Et explique-nous comment t'es venu, ton histoire, d'où tu viens, t'as quel âge et comment t'es venu en France. T'as le temps, hein, tu peux parler. Que moi je m'appelle Sidik Nassour et j'ai à Guinée là. Mon village c'est Kish. J'ai né le 24 avril 1999. Et là-bas moi j'ai fait école coranique, j'ai pas fait madrasa, j'ai fait école coranique. C'est comment au Soudan, t'étais comment là-bas? Ok, moi je suis en village. D'accord. Et les dates que moi j'ai sorti, les jours qu'ils ont attaqué, moi j'ai sorti 2016. Ils ont attaqué? Mon village. D'accord. À Kish Djandjaoui. Et après, je viens à Libye. J'ai fait un an en Libye aussi. Et j'ai trouvé un moment très difficile d'avant en Libye. J'ai quitté Libye le 5 mai 19 2017. Je viens à Italie le 22 mai. Après le 4 juin, je suis arrivé en France. Tu veux nous raconter plus sur ça ou tu veux pas? Et ton arrivée en France, comment ça a été? C'est très difficile. Avant que moi j'arrive en Italie, ils ont amené nous dans un centre. À chaque chambre, 15 personnes. يدلنا على الطريق إلى مدينة مونتو الفرنسية. Et en fait, un ami co-détenu qui lui a montré, qui l'a guidé pour arriver jusqu'à Monaco quelques jours après. Et je suis arrivé le 23 mars 2017 en France, à Monaco. Et ils ont rencontré donc à la gare une personne qui s'appelle Nadia, qui remercie énormément parce que c'est la personne qui les a aidés. Je suis arrivé à Gare de Lyon, en fait j'ai pas compris parce qu'il y avait des trucs qui ramenaient en bas, d'autres qui ramenaient en haut, je ne savais pas où aller, parce qu'il a tourné en rond dans la gare. Est-ce que les deux frères, ils sont partis, est-ce qu'ils sont partis pour les mêmes raisons du Soudan? On a écouté la version asiatique, mais est-ce qu'ils sont partis pour les mêmes raisons chacun? En fait c'est dans le livre. Ah, c'est dans le livre. En fait ça s'est passé en deux temps. Il y a eu un premier bateau qui les a amenés, un petit qui les a amenés vers un plus grand. Donc dans le petit ils étaient que des hommes. Et quand ils sont arrivés sur le grand bateau, en fait il y avait déjà des femmes dans le bateau. Donc ils ont fait la traversée. C'est ça. Donc en fait ça a été ramassé dans d'autres bateaux. L'Internet tous toujours. Je suis Philippe, qui est la femme de Kader.
qui était là, qui filmait Kader, mais qui est aussi l'initiatrice de Choupi. Si un jour t'as envie de faire ça sur le BD, ça marche bien, moi je suis pas bien. Et donc c'est aussi assisté avec son emploi du temps et tout, et on a la chance de l'avoir. Disons-nous les choses avec monsieur Hamza et monsieur Hanis de Montpellier, à Bibliothèque. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Ça va. Ça va bien? Super, tranquille. Dites-nous un petit peu vos impressions là, de ce Bibliothèque, là, pour cette rentrée là. Moi je connaissais déjà Bibliothèque à travers aussi quelqu'un. C'est une très bonne initiative comme ça de ramener la culture dans les quartiers, dans des endroits où il y a une absence de culture et surtout de connaissances vis-à-vis de certains livres qui ont été écrits par des personnes qui, on va dire, qui nous ressemblent. Et surtout de faire rencontrer les gens et de faire débattre, faire discuter les gens entre eux. Je considère que c'est un très très bon concept, un très bon projet. J'ai toujours adhéré, j'ai toujours suivi de loin. Il s'avère qu'on était dans le secteur. Et vous êtes dit on va passer, obligé faut qu'on passe. Assister à notre première bibliothèque. Donc voilà, et ce qu'on a pu voir aujourd'hui entre l'histoire de Mina, je sais pas si c'est ça, l'histoire de Mina, surtout des deux migrants traversés, franchement, ça remet beaucoup de questions sur les situations parce que parfois on les voit squatter dans les rues, on les voit dormir dehors. Là, je parle pas pour moi parce que je connais plus ou moins leur histoire, ce genre d'histoire. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte en fait qu'est-ce qu'ils ont pu vivre, traverser du Soudan, la Libye, vivre en Libye, traverser en France, et se retrouver en France et encore les traiter encore comme des chiens. Donc ouais, c'est des histoires qu'il faut faire connaître à un plus grand public. Après on va demander au traducteur qui connaît mieux l'histoire que nous. Monsieur le traducteur Anis, dis-nous un peu les impressions. En plus, voilà, moi je ne connaissais pas du tout l'initiative de Bibliothèque. Moi j'ai accompagné Hamza justement parce qu'il était sur Paris actuellement. Donc je suis venu là par hasard. Je suis absolument pas déçu d'avoir été là parce que ce genre d'initiative c'est l'exemple et le modèle justement à reproduire dans les quartiers. Pas simplement pour le côté apport culturel mais aussi pour la transversalité. C'est-à-dire que là pour le coup on a eu trois auteurs différents, trois histoires différentes et en fait de transversaliser les histoires des uns et des autres et de partager les expériences des uns et des autres, déjà on apprend sur soi et ça nous ouvre justement à d'autres problématiques que sont les nôtres au quotidien. Donc ce qui est bien c'est que là pour le coup on a eu donc la première auteur qui a parlé du quotidien d'une jeune qui vit en France et puis en contrepartie là pour le coup on a eu l'histoire de deux migrants et là on voit vraiment un peu le contraste entre les problématiques du quotidien français et les problématiques des gens qui sont outre-mer qui là pour le coup on voit vraiment tout ce contraste là et c'est ce qui fait la diversité dans les quartiers aujourd'hui. En fait les quartiers sont tellement riches d'histoire, tellement riches d'expériences que c'est important de partager. Vraiment, le plus important, c'est le partage. C'est la solidarité qui se crée par le biais de ce genre d'associations. Et puis, on a eu aussi le premier témoignage de la personne qui est diplômée, sortie du quartier, qui revient dans le quartier partager son expérience, monter une association pour justement transmettre on n'a pas eu, donc ça c'est très important. C'est des initiatives à encourager, à faire connaître, très honnêtement, beaucoup plus largement que là. C'est un excellent début, mais j'espère que ça va. Ce que tu fais au sein de l'OMAS, c'est de reproduire. L'OMAS, c'est une association, une organisation des acteurs de santé. Donc ils essaient de reproduire un peu ce façon, c'est bien d'en parler aussi. Voilà, concernant l'OMAS, on n'est pas forcément. Les gens qui font partie de l'OMAS ne viennent pas forcément des quartiers, mais sont pour la majorité issus de l'immigration. Donc l'idée, c'est justement de regrouper des gens autour d'une certaine conception de ce que l'on est, de se définir soi-même pour justement changer un peu l'image qu'on a aujourd'hui en tant que musulman, en tant qu'arabe, issu des quartiers ou pas, du moins issu de l'immigration, et dire que on n'est pas simplement une couverture. On n'est pas qu'une couverture extérieure, qu'en réalité, à l'intérieur, on est riche de ce que l'on est, on est riche de notre histoire, et aussi on est riche de ce qu'on peut transmettre. Donc l'idée, c'est ça, en fait, c'est de transmettre aux autres les différentes possibilités de réussir.
que l'image qu'on nous envoie de nous dire qu'on était ratés d'emblée, c'est totalement faux parce qu'aujourd'hui, par l'initiative comme celle-ci, on montre et on donne l'exemple. J'espère que ça continuera. Et je pense que l'un des messages aussi que vous transmettez vous deux, c'est le fait qu'on n'est pas arrivé hier. Quand on regarde le documentaire qui vient de passer sur France 2, Histoire d'une nation, on se rend compte que toutes ces vagues d'immigration ne sont pas arrivées hier. Non seulement on n'est pas arrivé d'hier, mais en plus de ça, on n'est pas des voyageurs itinérants. On ne va pas débattre sur notre sujet à chaque fois pour savoir si on doit rester, on doit quitter. On est légitime ou pas. On est ici, on a déposé nos valises il y a très longtemps. Je ne vais pas reprendre la phrase de Djamel, on est des Icyciens, mais ça fait longtemps qu'on a déposé nos bagages, ils sont rangés dans les armoires, il n'y a plus rien à gratter, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, on est là, il n'y a pas de discussion. Avec nous, on fera ça. C'est terminé. Vous pouvez débattre sur est-ce qu'il y en a d'autres qui rentrent ou pas. Ça, bon. On peut essayer de nous saboter, Sur nous, c'est trop tard. de nous renvoyer ce qu'ils veulent, on sait ce qu'on est et à partir de ce moment-là, on se définit tel qu'on est et nous, on sait où on veut aller. Donc à partir de là, on n'a pas besoin d'eux. Si c'est des associations comme celle-ci, ils vont subir un peu des pressions parce que pour des raisons autres, diverses et variées, on ne peut pas leur donner les subventions nécessaires pour mener à bien le travail, qu'ils sachent que derrière, on n'est pas simplement des gens qui vont quémander, qui vont demander de l'argent, mais des gens qui ont la volonté. Et avec cette simple volonté, on peut aller très loin. C'est clair. Mais Hamza, comme je le disais en off, j'ai entendu parler de toi. Quand Samir, Liès et Monsieur Vince me disaient on est parti à Montpellier, dans son quartier Tibar, c'est ça? Tibar, tout ça, là-bas on a fait des actions, on a mis en place Hamza, Lalali et son équipe, ces gars, et je pense que dans son équipe il y avait Anis, très certainement. J'en ai fait partie. Voilà, c'est ça, et j'ai entendu parler de vous en fait, tu vois. Et dites-nous un petit peu, parce que si vraiment je vous ai pris aujourd'hui, c'est parce que je sais que Hamza rentre demain à Montpellier, toi. Je me suis dit que si je le chope pas ici, là, je vais pas le choper. Et moi je le voyais sur les réseaux sociaux très régulièrement, et je pensais qu'il était du point en fait, toi. Et j'avais pas capté que c'était Hamza de Montpellier. Tu vois. Donc là, je suis avec Hamza et son équipe, Alice de Montpellier. Donc dites-nous un petit peu l'époque avec Samir Eliès et Vince et l'action que vous avez mis en place à l'époque. Parlez-nous-en un petit peu. Je te laisse parler parce que là, il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, je commence par moi avant de commencer par Hamza. Parce que moi, Hamza, je l'ai rencontré à l'époque, il était dans une initiative justement d'essayer de faire du soutien scolaire. C'était en l'an 40. Après ça, je me suis retrouvé dans une excellente expérience. Honnêtement, j'ai des excellents souvenirs, j'ai rencontré des gens formidables. Moi, pour être honnête, je ne suis pas du tout du quartier. Moi, je suis arrivé en France pour faire mes études. Tout ce volet-là, je ne connaissais pas. J'étais peut-être aussi un peu formaté par rapport à l'image médiatique qui était donnée des quartiers, etc. Et grâce à ces gens-là, entre autres, j'ai une vision totalement différente. Je me suis surtout rendu compte de la richesse des quartiers. C'est pas les études qui font les gens, c'est pas le niveau scolaire, c'est pas tout ça, c'est la richesse des quartiers. Très honnêtement, Hamza fait partie de ces gens-là. Il est très riche du cœur, il a une volonté de faire pour les autres avant tout. Et ça n'a pas de prix. Ça ne vaut pas des diplômes, ça ne vaut pas des milliards, ça vaut plus que ça. En fait, il a une capacité à fédérer autour de lui, c'est vraiment un leader. Je le dis très honnêtement. Et il a su, il sait très bien aussi identifier les points forts de chacun et les mettre à contribution pour l'ensemble, en fait, pour la collectivité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit réussir Hamza. Monsieur le leader dans l'âme. Ah oui. Dis-nous tout. Après toutes ces honneurs, tu peux pas parler. Je confirme, je l'ai arnaqué, je dis bien, on a aidé les petits à faire de la devoir. On a fini à Grasse, à Clermont-Ferrand, à Seine-Denis. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait plusieurs projets qui me tournaient et tout. Moi, j'étais quelqu'un déjà trop vénère déjà. J'avais trop d'énergie, je savais pas où le mettre. Et bon, Anis, il fait partie des personnes à cette période-là où j'ai démarché, on va dire, énormément de monde. Et c'est pas tout le monde qui a accepté de mettre sa vie un peu de côté pour les autres. Et j'en profite pour renvoyer la balle à Anis, c'est pas qu'à Anis, à d'autres aussi, mais Anis en particulier puisqu'il est là. Yaston, Marouane, il y en a plein. Notre équipe à l'époque, on était une petite équipe, franchement, MIP 34, on avait créé le MIP 34 et on était assez actifs. Et donc Anis faisait partie de ces personnes qui faisaient des études et qui ont mis leurs études de côté à un moment donné
pour s'investir et s'impliquer dans la vie des quartiers, non pas d'un quartier, la vie des quartiers, parce qu'à l'époque on était une petite équipe vraiment très active. On partait de Montpellier, on partait quand il y avait une affaire à Clermont-Ferrand, on était les premiers arrivés sur place, on organisait, on montait des comités. Il n'y avait pas de moyens du tout. On allait sur le FSQP sur la région parisienne, on a été très actifs. À Grasse, sur l'affaire d'Akimagini, la team Montpellier, on était très actifs. Donc avec ces groupes-là, tout en... Comme il n'y avait pas les moyens, il y avait l'ambiance, il y avait l'humour, il y avait le délire, il y avait tout ça entre nous. Donc pour moi, c'est une des meilleures parties, on va dire, période de mon militantisme, c'était cette période-là. Parce qu'on portait des affaires qui étaient assez lourdes, mais derrière ça, il y avait quand même ce côté, on arrivait quand même à se lâcher, à rigoler. C'était dans les moments durs, galères, on se retrouvait avec des gens vraiment formidables. Et c'était je sais pas comment on peut exprimer ça avec les mots, parce que moi le problème que j'ai, c'est que j'exprime pas les choses avec les mots. Et eux, l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils exprimaient les choses avec les mots. Donc ils savaient mettre les mots dans leur stylo. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, après il y avait Tarek comme ancien, le garde-fou de Tarek, tout ça, c'était la clique parisienne, mais Tarek était plus souvent avec nous. Donc à partir de là, ouais, à l'époque, donc il y avait lui qui avait mis ses études de côté, Marwan, Yassine, il y avait Karim après une certaine période, etc. Et ce qui est impressionnant, Guillaume Lecomte, ce qui est impressionnant, c'est que lui, si on parle de lui, parce qu'on va parler des absents, parce que chacun fait les choses à sa façon, mais vraiment, lui, c'est que, je me rappelle, il n'avait pas travaillé du tout sa thèse. Et quoi, 2-3 mois avant, je crois, avant d'aller passer, il a bossé dessus, on est arrivé, il devait passer 45 minutes, il a fait 1h30. C'est terminé avec mention très bien. Voilà, pour montrer les compétences et le talent qu'il y avait dans la team qu'on était. Et chacun, voilà, après d'autres ils ont repris leurs études aussi, ils ont passé leur thèse, etc. Mais voilà, cette époque, quand il t'a parlé de cette période-là, pour revenir à la connexion avec Samy, avec Vince, ça s'est fait plus tard en fait. Vince, ça s'est fait... Moi je faisais partie, donc j'étais le porte-parole de l'association Justice pour le Tibar. Et Justice pour le Tibar, c'est une association qui fait partie du réseau du MIB et du FSQP. Donc automatiquement on était amené à rencontrer, à croiser d'autres gens sur d'autres luttes, sur d'autres combats. Et à ce moment-là, c'est comme ça que moi et Samir on s'est connus. On se connaissait comme ça, à travers ça. Bon, je connaissais Tarek, je connaissais tout cela. Donc voilà, c'est comme ça que la connexion s'est faite petit à petit. Après Vince, on l'avait connu, je me rappelle, moi la première fois que j'avais vu Vince, c'était je crois en 2010 ou 2011, je sais plus. Je sais que c'était en 2010 ou en 2011. Non. C'était juste avant les régionales. Ils avaient créé Émergence avec toute cette équipe. Et je me rappelle parce que on était au local, on avait inauguré le local du FSQP. Ça faisait pas très longtemps, c'était à Montreuil. Et c'était venu en fait solliciter les conseils et voir s'il y avait quelque chose à faire avec le FSQP. Et venait solliciter les anciens par rapport à leur projet avec beaucoup, ce qui m'avait marqué de la part de toute cette équipe-là qui était Vince, Mam, etc. Il y avait beaucoup d'humilité vis-à-vis des anciens. Il y avait un énorme respect et du coup, moi ça m'avait marqué, je me rappelle. Alors que on est dans une période où les gens ils veulent tous être des Che Guevara, mais sur Facebook, sur les réseaux, donc comme si avant ça il n'y avait jamais rien qui a été fait, et ce qu'ils ont fait avant c'est has-been, etc. Alors qu'on ne leur arrive pas à la cheville. Si on arrive à faire 1/10 de ce qu'ils ont fait, je ne tire le chapeau. Et je me mets là-dedans. Donc voilà, c'est comme ça. Vince aussi que je l'ai connu. Mam, je l'avais connu sur quelques actions aussi, pareil, sur des affaires de violence policière sur la région parisienne, sur l'affaire de la FFF aussi, on avait mené quelques actions avec la brigade anti-négrophobie, etc. Donc il y avait pas mal de petits groupes comme ça. Nous on avait notre groupe. On se rencontrait, on se croisait comme ça un peu partout. Donc c'est comme ça qu'on a connu, j'ai connu Vince, Samir, je le connaissais avant. Après petit à petit, quelques petites actions par-ci par-là. Donc nous on faisait, c'est un artiste Vince. Quand il y avait des choses qui se faisaient quelque part, il arrivait avec son matos, bim, grave, etc. Je me rappelle d'ailleurs même, on avait une bonne... Non, c'était pas lui, je me suis trompé, c'était la banderole pas du 6 pas le qui avait fait le Tour de France en rouge et blanc.
Donc voilà comment j'ai connu Vince et Samir pour te répondre. En tout cas, il serait intéressant qu'on se déplace à Montpellier, parce que là, nous, par rapport à notre média, on est beaucoup dans une dynamique où on fait des reportages dans des quartiers même. C'est quoi comme média? Ça s'appelle Block-out Radio, et l'émission s'appelle Disons-nous les choses. Et voilà, il serait intéressant qu'on se déplace à Montpellier et que vous nous expliquiez un petit peu votre quartier et les dynamiques qui se mettent en place. Ça serait très très intéressant. Vous êtes les bienvenus. Voilà, donc on va faire le voyage. Et ne vous inquiétez pas, un de ces quatre, on va se déplacer, on va être... Sans problème, il n'y a pas de souci. Et toi, tu fais le beau, t'as Créteil. Mais ouais, on est là, pas de problème, il est à Créteil. Tu préviens un mois avant, tu dis c'est le week-end et il descend. Avec grand plaisir, je prends en charge. Qu'est-ce qu'il y a? Merci à vous. Merci à toi.